Et bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre une nouvelle fois pour cette émission du lundi soir, un nouveau Arsenal French Monday, le 16e déjà. Une émission un peu particulière puisque du coup la trêve a commencé, on va dire la trêve de la Coupe du Monde a commencé. On aura quelques émissions qui vont venir là sur les 4-5 prochaines semaines où ce seront des émissions un peu particulières il n'y aura pas de match d'Arsenal, en tout cas il y aura des matchs des sélections nationales et on vous fera un suivi des Gunners à la Coupe du Monde. Une émission un peu particulière, je le disais et Madax le dit très bien dans le chat, un peu particulière puisqu'on est en tête du championnat à la Coupe du Monde. Qui l'eût cru, qui l'aurait cru, qui aurait pensé que nous serions en tête de la Première Ligue à cet instant? Je pense que personne, et je le disais déjà la semaine dernière, même nous, personne ne pouvait y croire. Et ça fait extrêmement plaisir de voir cette saison, de voir cette équipe évoluer, cette équipe prendre en maturité, alors que c'est l'équipe la plus jeune de Première Ligue. Pour cette émission, je ne vais pas oublier avec qui je suis ce soir. Pour cette émission, je suis avec deux membres d'Arsenal French Club. Salut les gars, salut Grady, salut Ulysse. Salut. Grady, je crois qu'on a toujours les mêmes problèmes de micro. Je crois qu'il faut que tu réactives et que tu désactives ton micro, parce on ne t'entend pas parfois. Euh, bon les gars, en tête de la Première Ligue, déjà on va commencer par ça avant de vous donner un peu le sommaire de l'émission. Ulysse, voilà, enfin, les émotions, j'ai envie de dire, j'en perds mes mots, mais incroyable de voir que l'équipe en fait a tenu sur la longueur malgré ce mois d'octobre absolument euh, phénoménal en fait. Ouais, c'est assez fou. C'est marrant parce que ce matin, j'ai un pote à moi qui m'a qui m'a envoyé un TikTok qui montrait en fait un peu sur une musique dramatique, hein. C'est un TikTok, mais qui montrait de là où partait Arsenal et de là où ils sont maintenant. C'est des défaites, c'est des cartons rouges, enfin, c'est des faits de jeu, les saisons passées. C'était assez frustrant parce qu'on a l'impression qu'il y avait un potentiel et que Arsenal s'auto-détruisait. Et puis en fait là, c'est tout le contraire. C'est Arsenal qui joue mieux, Arsenal qui s'élève. Et en fait, pour les supporters comme nous, qui avons vécu des années de disette, ça fait plaisir. On n'a rien gagné. Le but, évidemment, c'est pas de s'enflammer, mais je sais que de toute manière, en tant que supporter d'Arsenal, aucun de nous ne s'enflamme parce qu'on a trop connu de défaites et de tristesse. Mais on est Mais un en peu fait, obligé de s'enflammer en fait. mais voilà, mais on peut que être content et que être heureux et savourer. Et en fait, même si on peut se moquer de nous, pour nous, c'est déjà une réussite et c'est déjà extraordinaire et c'est historique parce que Bah les oui. demi-saisons qu'on fait, c'est historique. Donc oui, non, c'est que du bonheur pour l'instant. Grady, pareil, ton ressenti un peu sur ce début de saison avec ce magnifique maillot extérieur que tu portes. Ulysse, t'as le maillot domicile de l'année dernière, non? Il y a deux ans, je crois. Il y a 2 ans. Ouais, mais Grady, ouais, du coup, enfin, c'est incroyable d'être on peut plus se cacher, hein, c'est incroyable d'être un fan d'Arsenal en ce moment. On a rarement vu ça, en tout cas, nous, je pense, à nos âges, on a jamais vu ça, Arsenal aussi fort. Euh, voilà, ça te fait plaisir de voir tous ces matchs, toutes ces victoires? On t'entend pas. Faut que tu. J'ai pas envie Ah oui, de c'est bon. répéter ce qu'a dit Ulysse, mais comment? Non, non, c'est bon, il y avait un petit décalage sur ton micro. À chaque fois, on voit que tu parles et en fait, il n'y avait pas le son, il y a un petit décalage. Vas-y, excuse-moi. Bah, j'ai pas envie de répéter ce qu'a dit Ulysse, mais ouais, c'est que du bonheur. Ouais, si on repense aux années précédentes où on a souffert, ou encore les dernières, la fin de saison qui crève-cœur, là, c'est du bonheur. Personne ne s'attendait à ce qu'on soit dans le top 2 déjà. Alors, la première place, c'est vraiment un exploit. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Chaque week-end, je pense que je suis pas le seul, je prends du bonheur à regarder l'équipe. Euh, Juste, ouais, Ouais, je c'est un crois peu surréaliste, quoi. c'est exactement ça.
c'est un conte de fées qui se renouvelle chaque week-end. Chaque week-end, chaque week-end, chaque week-end. Et ouais, franchement, pour l'instant, je prends du plaisir à supporter l'équipe et putain de jouer les hauts tableaux. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon, c'est clair. Et je vois Fabrizio F, qui est Tom d'Arsenal French Club, qui nous dit Top of the League 3 fois par jour, matin, midi et soir. Mon médecin m'a dit. C'est vrai que ça doit être. Après des années où notre cœur a souffert et on faisait des AVC sur les fins de match ou sur des situations. C'est vrai que maintenant, il faut se le mettre 3 fois par jour et je pense qu'on compense, on rattrapera un peu tout ce qu'on a perdu en années de vie ces dernières années à supporter Arsenal. Bref, on va passer au sommaire un peu de cette émission. On va faire le débrief un peu du match face à Crystal Palace, qu'est-ce que je raconte, face à Wolverhampton. Une victoire contrôlée face aux Wolves, qui était dernier de la Première Ligue, mais victoire contrôlée donc 2-0 à l'extérieur. On va revenir un peu du coup sur le classement d'Arsenal pendant la Coupe du Monde, en tout cas jusqu'à minimum West Ham le 26 décembre prochain. On va faire un petit focus sur Odegaard et Gabriel Jesus et également Fabio Vieira. Fabio Vieira qui a eu des semaines un peu compliquées ces derniers temps et qui signe une passe décisive dans le match face à Wolverhampton alors qu'il ne faisait pas un très bon match. Mais cette passe décisive, on l'a vu, ça l'a beaucoup marqué, ça a beaucoup marqué ses partenaires qui l'ont beaucoup félicité. Et puis on fera un petit focus également sur les Gunners qui partent à la Coupe du Monde. Voilà un peu pour le débrief. On va commencer directement, pour cette émission, pour le conducteur de cette émission, on va passer directement au premier enseignement, en tout cas au premier titre un peu de cette émission. Les Gunners sont impitoyables. À l'extérieur, je crois que c'est 6 victoires si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai pas le bon chiffre, mais en tout cas je crois que c'est 6 clean sheets à l'extérieur. Enfin, en tout cas c'est impitoyable, c'est absolument incroyable. On n'a jamais vu autant de solidité à l'extérieur que cette saison. Victoire donc 2-0 face à Wolverhampton, des Gunners impitoyables sur ce match. Des buts un doublé de Martin Odegaard avec des passes décisives. Rappelez-moi, la première passe décisive, c'est Fabio Vieira, et la deuxième, ah oui, c'est sur une situation où ça revient et c'est Odegaard qui finit. Sur ce match, donc je rappelle juste vite fait le classement. Donc Arsenal a 37 points et Manchester City 32 points. Donc Arsenal a 5 points d'avance pendant cette Coupe du Monde sur le deuxième qui est Manchester City. On parle quand même de Manchester City avec un Erling Haaland qui est à 17 buts ou je sais pas combien. Enfin, il est inarrêtable. Bref, je vais m'arrêter de parler. Je vais te laisser la parole, Ulysse. Ce match face à Wolverhampton, ultra contrôlé, et on a quasiment jamais eu peur en fait. Pour être honnête, on peut faire copier-coller des débriefs de chaque semaine. Du coup, pourquoi on est là en fait? Non, mais d'habitude, on faisait des copier-coller, mais en disant qu'on n'en pouvait plus et que on savait pas quoi faire. Donc, on est content de redébriefer à chaque fois la victoire d'Arsenal. Mais non, c'est vrai que encore une fois, c'est le genre de match, c'est des matchs pièges. Wolverhampton, même s'ils sont pas très bons depuis le début de saison, on sait pas vraiment à quoi s'attendre quand on rentre sur le terrain. C'est le genre d'équipe qui est un peu qui est physique, qui peut rentrer dans la tête, comme ça l'a été déjà précédemment contre Arsenal. Donc en fait, on sait jamais trop. Et là, le fait qu'Arsenal contrôle le match, gagne le match, et en fait, tout paraît assez logique. Et c'est ça qui est pas logique, c'est que tout est logique. On rentre sur le terrain, on contrôle le jeu et on met 2 buts et on repart chez nous juste avant la Coupe du Monde, alors qu'on sait que tous les joueurs, typiquement, ils peuvent se préserver, ils font super attention. Et en fait, on voit que la mentalité d'Arteta, elle est au-dessus de ça, c'est que chaque match, c'est une finale et chaque match, on doit le gagner. Et là, d'autant plus qu'avant la Coupe du Monde, c'était important de marquer le coup parce que Manchester City avait fait faux bond juste avant nous. Donc là, on repart avec 5 points d'avance. Donc c'est tout bénef. C'est un bon match et une bonne opération. Ouais, Manchester City qui a perdu contre Brentford à la surprise générale. Merci Ivan Toney, qu'on a bien charrié et qui nous avait bien charrié l'année dernière en ouverture de la saison.
et qu'on a bien charrié là quand on a battu Brentford. Mais merci à lui pour les travaux, hein, pour se doubler face à Manchester City. Et d'ailleurs, je réagis juste sur ta phrase que tu as dit, si tu peux la refaire, parce que j'aimerais bien l'encadrer chez moi, celle-là. C'est pas logique, mais c'est extrêmement logique dans enfin bref, magnifique celle-là. Ouais. Euh, Grady, sur le match, qu'est-ce qui t'a plu, toi, de ce qu'on a pu voir euh, c'est cette solidité défensive, c'est quoi? C'est ce contrôle, parce qu'on jouait contre le dernier, et au final, on a évité quand même le match piège. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette rencontre? Je suis pas étonné qu'on ait maîtrisé le match parce que, bah, faut le dire, on est premier, Wolverhampton était dernier. Mais j'étais étonné que les joueurs n'ont pas retenu leur, comment dire, leur coup, on va dire. Parce on a 10 joueurs qui, même si Matt Turner n'a pas joué, mais on a 10 joueurs qui, Coupe du Monde. La plupart ont joué le jeu jusqu'à fond. Donc ça, c'était cool à voir. J'avais peur que c'était un match piège et que certains ne soient un peu sur les retenues et après on se fait piéger bêtement comme à une certaine époque. Finalement, non, ils ont suivi la philosophie de jeu et ouais, on a maîtrisé la défense, rien à dire. À part la petite erreur de Saliba à un moment, mais sinon, j'ai pas de souvenir de d'avoir eu peur pour nous. Donc, ouais, c'est content de la maîtrise de jeu. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une dynamique qui s'installe depuis le début de saison et qu'on continue comme ça et on prend les 3 points et on verra où ça nous mène. Je vérifiais juste pendant que tu parlais ce que j'avais dit en début d'émission sur le nombre de matchs de victoires à l'extérieur. En tout cas, je regardais les clean sheets. On a bien 6 clean sheets à l'extérieur. Notamment contre je regardais merde, notamment contre donc Chelsea la semaine dernière, notamment contre Leeds où on se souvient que ça avait été très très compliqué comme match. Il y avait eu également Brentford, donc Brentford qui a battu à domicile Manchester City. Donc il y a eu Bournemouth et il y a eu Crystal Palace au début de saison qui était assez chaud. Donc en vrai, euh, quand même des gros matchs à l'extérieur et une solidité à l'extérieur qu'on a rarement vu, hein, Ulysse. C'est quelque chose qui est assez nouveau quand même, cette solidité et cette régularité dans les performances défensives à l'extérieur. Je pense que c'est aussi ça qui fait la différence cette année. C'est que l'année dernière, Arteta il avait réussi à instaurer cette forteresse à l'Emirates, cette ambiance qui est revenue au stade. Et je pense que ça devait pas mal transcender les joueurs et ça devait pas mal les aider. Et on voyait qu'ils réagissaient pas mal par rapport à ça. Et cette mentalité-là, elle devait continuer à l'extérieur. Et c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Surtout quand on joue contre des grosses équipes, contre Chelsea, on sait que gagner à Stamford Bridge, c'est pas évident. Je crois que c'est quoi? Ça fait la troisième fois d'affilée Je crois qu'on qu'on est la seule gagnait. l'équipe de Ouais, l'histoire de la Première Ligue à avoir gagné 3 fois d'affilée à Stamford c'est Bridge. ça. Donc c'est assez fou. Et en fait, on voit que l'addition des joueurs comme Gabriel Jesus, ça fait aussi la différence à ce niveau-là, même Zinchenko, des mecs qui sont prêts à la bataille, même à l'extérieur, et qui veulent faire la différence. Je pense que c'est aussi au niveau psychologique, surtout quand on joue un match à l'extérieur, c'est au niveau psychologique que ça joue. Euh, on sait qu'on est bon, mais est-ce qu'on est capable de le faire chez l'ennemi? C'est ça qui est pas facile. Et chapeau à eux, parce que là, ils le font très bien cette année, et on gagne des points sur ça. Et c'est souvent sur ces genres de matchs-là qu'on perd des points d'habitude. On en parlait, enfin tu en parlais au tout début de l'émission, et je vais vous montrer un petit visuel. Saison, dans tous les cas, ce qu'on disait au début, saison historique, et ces matchs à l'extérieur, du coup, ils sont pour quelque chose. Meilleure saison donc de l'histoire d'Arsenal avec 37 points après 14 matchs. Il y avait eu 2007-2008 où on avait fait 36 points et on était premier jusqu'en mars, je crois, et on s'était effondré après la blessure d'Eduardo, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'est meilleur que la saison des Invincibles, par exemple, ou la saison 2002-2003. Enfin voilà, meilleur début de saison de l'histoire d'Arsenal. Qui aurait pensé un jour que Mikel Arteta surpasserait les débuts de saison d'Arsène Wenger? Je pense qu'on n'était pas beaucoup à parier là-dessus. Et on était beaucoup d'ailleurs à vouloir qu'il parte, hein, on va pas se mentir non plus. Et c'est une belle preuve de confiance, de laisser du temps à certains entraîneurs, on va dire, quand ils, on va dire, quand ils
quand ils sont sur des trust the process, on va dire, pour reprendre son expression favorite. Mais voilà, laisser le temps à des entraîneurs. Et peut-être que certains feront comme Mikel Arteta fait actuellement avec Arsenal. Mais en tout cas, voilà, on le dit depuis le début de la saison, mais je le répète. Moi, le premier, hein, mea culpa par rapport à Arteta, puisqu'il y a un moment où je pensais qu'il fallait qu'il parte et que c'était le meilleur pour le club. Bah, très, 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 très heureux de voir que j'avais tort. Et je pense qu'on est tous très heureux de voir que ça se passe exceptionnellement bien et que le club a bien fait de faire confiance à Arteta. Grady, pour revenir au match face à Wolverhampton, il y a un petit commentaire sur Canal+ que j'ai bien aimé. Je crois que c'était Anthony Tobelem qui l'a dit, donc de Canal+, qui a à un moment parlé d'œuvre collective pour qualifier la victoire d'Arsenal et qualifier le contrôle, on va dire, de l'équipe. Tu définirais ça aussi comme ça? C'est plus une succession et une compilation de très très bonnes individualités moulées dans un collectif avec la mentalité dont on parlait d'Arteta, qui fait que ce début de saison, justement, c'est une œuvre collective de la part d'Arsenal. Clairement, Edu a fait un recrutement intelligent. Il a recruté les joueurs qui savaient qu'ils pouvaient rentrer dans le projet d'Arteta. Arteta lui a dit, je veux ça, amène tel joueur. Et Edu a fait le taf. Et maintenant, on voit très bien que des joueurs comme Tomiyasu, par exemple, qui ne joue pas, enfin, maintenant il joue souvent, mais qui ne joue pas souvent, dès qu'il jouait un match, on a l'impression qu'il était là depuis, enfin, qu'il était titulaire indiscutable tous les matchs. Et je pense que les joueurs ont, comment dire, euh, pris ce que voulait le coach et maintenant il adapte. C'est clair qu'il y a certains qui se démarquent des autres, mais sur le terrain, on le voit pas. C'est vraiment chacun qui se bat pour l'autre. Et je pense que pour qu'Arsenal puisse maîtriser son match, il faut cette maîtrise collective. Collective, et je pense que sur l'extérieur ou à domicile, en fait, si Arsenal veut bien jouer, il faut qu'il maîtrise le jeu. Cette année, justement, on en parlait, c'est impressionnant qu'on puisse, à l'extérieur comme à domicile, être maître du jeu. Et je pense que ça passe par une rigueur qui a été imposée par Arteta. Et ouais, ça passe par le collectif. C'est chapeau au coach pour ce qu'il a pu instaurer dans le groupe. Ouais, comme le dit très bien aussi Tom sur le chat, merci également à Edu pour son travail. C'est vrai que il y avait je crois que c'était Fabrizio Romano justement qui en parlait il y a quelques semaines, qui disait qu'Edu avait plusieurs offres, intéressait en tout cas plusieurs clubs, grands clubs européens, justement par son travail à Arsenal. Donc c'est vrai qu'on remercie également Edu pour son travail, parce qu'on l'a critiqué pour certains transferts, notamment à Pablo Mari, Willian, où on se demandait un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il venait foutre là. Willian, on se demande toujours pourquoi il est venu à Arsenal. Il fait de bonnes prestations avec Fulham, donc il était peut-être pas fait pour Arsenal, ou en tout cas c'était pas la bonne période, mais puis il était sur la fin de sa carrière. Et puis Pablo Mari, je pense on pense tous, on voit tous qu'il a carrément pas le niveau pour être dans cette équipe. Quant à Ars nous dit également sur le chat, la confiance on la ressent sur le terrain, le calme sur les relances défensives, etc. Si nous on le voit, les adversaires le voient aussi. C'est sûr que ce collectif et cette confiance entre eux font la différence. Ulysse, ça c'est un aspect qu'on n'a pas souvent évoqué, je trouve. Enfin, en tout cas, pas de mémoire. C'est vrai que on parle souvent de la confiance dans le foot, de la bonne dynamique du club, etc., etc., la mentalité. Mais c'est vrai que ça aussi, les adversaires, quand ils nous jouent, ils voient notre début de saison, ils voient notre mentalité, ils voient notre contrôle. En fait, on a tout de suite ce sentiment de mince, ils sont plus forts que nous, ça part mal. Il y a aussi ce côté, peut-être, ce côté mental qui joue dans l'approche, on va dire, de nous jouer cette saison. Clairement, je pense que c'est ce qu'on a gagné en ce début de saison. Cette domination psychologique qu'on peut avoir même avant les matchs. Parce que les adversaires, quand ils préparent le match contre Arsenal, ils savent qu'ils vont pas avoir la balle. Bon, après, on verra contre Manchester City comment déjà ça se passera, mais en tout cas, l'exemple du match contre Chelsea, il est assez flagrant. C'est qu'on arrive en patron euh, à Stamford Bridge. Je pense que c'est assez incroyable à le dire, mais on arrive, on domine, on garde la balle, on
enfin, en fait, ils n'ont pas pu produire leur jeu parce qu'on arrivait comme des patrons. Et je pense que c'est ce qu'a réussi à faire gagner Arteta, c'est ça, c'est redonner ouais, redonner des, du succès au club Ouais, un avantage psychologique, quoi. voilà, c'est ça, un avantage psychologique. Et déjà, je pense que ça part dans la tête des joueurs, et puis après, ça se transmet dans la tête des adversaires. Quand on voit un William Saliba qui est étouffé en défense par deux ou trois attaquants, qui s'en sort et qui fait une passe vers l'avant, évidemment que l'attaquant derrière, il va arrêter de faire le pressing parce que ça sert plus à rien. Donc oui, oui, non, c'est assez fou comment il y a eu un changement de situation, un renversement de situation dans la tête des joueurs et des adversaires. Parce qu'avant, en fait, ils savaient aussi qu'on était friable, notamment en fin de match, et ils en jouaient. Et c'est pour ça qu'on perdait souvent. Et là, en fait, même en fin de match, on est solide et ça doit désespérer pas mal l'adversaire. Ouais. Ouais, et même, j'allais dire, même le storytelling a même changé dans la tête de certains médias, on va dire, qui critiquaient, même en France d'ailleurs, qui critiquaient facilement ces dernières années. Et, Arsenal, à tort et à travers, il y a des fois c'était largement justifié, hein, Ouais. mais il y a beaucoup de fois où, notamment sur les réseaux sociaux, c'était un peu du putaclic pour justement. Enfin, c'est facile de faire des clics sur le dos d'Arsenal, et nous les premiers critiqués, mais même dans les. Là, par exemple, je voyais un article de SoFoot. SoFoot, on a été les premiers à les critiquer sur beaucoup de sujets parce qu'ils tapaient sur Arsenal gratuitement. Là, ils font un article pour dire que ce début de saison, il est exceptionnel. On voit déjà aussi, et on est obligé de le constater, de tout le monde de le constater vu notre début de saison. Le storytelling a un peu changé et la manière de voir Arsenal commence à rechanger vers les années un peu plus fastes qu'on a connues au début des années 2000. Donc ça fait extrêmement plaisir. On va avancer sur ce débrief. On va parler notamment de l'homme du match. Si je dis pas de bêtises, il me semble pas dire de bêtises comme quoi Martin Odegaard a été élu homme du match. On va parler d'Odegaard et de Gabriel Jesus. Commençons par Martin Odegaard. Grady, je vais me tourner vers toi. Martin Odegaard, il a ce facteur un peu... c'est bizarre. On va dire que il a déjà 6 buts et on sent qu'il pourrait en avoir beaucoup plus. Alors qu'on a le sentiment que des fois, par certains matchs, on le critique parce que on trouve qu'il tire pas assez, on trouve qu'il va pas assez vite vers l'avant. Mais il a quand même 6 buts déjà, et je me souviens plus de son nombre de passes décisives, mais c'est assez important également. Enfin voilà, Martin Odegaard, il a quand même ce côté joueur exceptionnel avec un facteur clutch qu'on oublie assez souvent quand même. Claire, il a 6 buts et 2 passes D. Euh, Qu'on connaît le joueur, on s'attend à ce que ce soit l'inverse, qu'il a 6 passes et 2 buts. Et ouais, sur le match, moi, justement, je le compare souvent à Verratti du PSG. C'est qu'il peut tirer, mais en fait, il le fait pas. Et c'est très frustrant. Et du coup, on se dit, ouais, il tire jamais. Mais en fait, quand on regarde les stats, on voit qu'il marque. C'est même le meilleur, je sais pas dit, c'est même le meilleur buteur d'Arsenal cette saison. Devant Jesus, qui a 5 Devant buts. Gabriel Jesus, ouais. Donc, d'un côté, c'est bon. Ça veut dire qu'on critique le joueur sur un aspect qui, statiquement parlant, dessus, il est bon, mais que sur le terrain, on aimerait qu'il fasse plus. Et d'un côté, ça montre ouais, qu'il a encore beaucoup à faire et enfin, beaucoup qu'il peut encore beaucoup progresser. Ça peut être que bon pour le club. C'est encore un jeune joueur, il a 20 ouais, 24 ans. Donc, c'est bon pour l'avenir d'Arsenal. Et ouais, c'est vrai que après, sur son nombre de passes D, euh, qu'il en fasse pas autant qu'on attend de lui, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est-à-dire, comme je vais encore le répéter, mais on a un collectif qui est très impliqué offensivement. Le danger vient de partout. On a des milieux qui marquent, des défenseurs qui marquent. Donc le danger vient de partout. Donc le fait que notre métronome de standard n'ait pas plus de 5-6 passes, ça me dérange pas. Tant qu'il marque des buts cloche, comme tu l'as dit, c'est bon pour nous. Juste, ouais, c'est vrai qu'on aimerait qu'il marque beaucoup plus parce que pour l'instant, ça passe, c'est suffisant. Mais dans les matchs difficiles où il y aura 0-0 et que au lieu de frapper, il fait une passe ou quoi que ce soit, là, on commencera à s'interroger. Mais pour l'instant, c'est suffisant, donc on n'a pas, je vais pas à me plaindre et
on prend. Ulysse, c'est vrai que on a enfin, j'en parlais de ce facteur clutch, euh, mais c'est vrai qu'on parle de statistiques et c'est vrai que pour un joueur comme Odegaard, il y a tellement d'autres choses, un peu comme Mesut Özil, hein. Je vois dans le chat, on parle d'Ozil, mais à chaque fois qu'on prend un numéro 10 avec une patte gauche, c'est vrai qu'on va forcément et puis généralement le comparer à un joueur comme Mesut Özil, mais alors que bon, il n'a pas forcément trop le même profil non plus, hein. En tout cas, c'est un joueur légèrement différent de Mesut Özil, mais il a ce côté les clutch, mais en dehors des statistiques, tu vois ce que je veux dire. Il a ce côté, on voit pas tout ce qu'il fait dans ses mouvements, des fois il pose un peu plus le jeu, mais ça va pas se voir dans les statistiques, ça va pas se voir dans les passes décisives, ça va pas se voir dans les buts, mais il a ce côté déjà très expérimenté et très unique en son genre, on va dire. Vraiment, enfin, c'est le fameux joueur qui fait la passe avant la passe, ou c'est le fameux joueur qui fait un pressing et qui va provoquer une erreur à l'autre bout du terrain, mais ça a commencé par lui. Enfin, oui, c'est le joueur qui fait un peu, enfin, il fait pas le travail ingrat, ça serait exagéré, mais on va dire que c'est moins valorisé parce que on regarde beaucoup les stats et que c'est comme ça qu'on compare les joueurs. Mais en fait, en fait, on a un collectif assez bien huilé. On voit que tous les joueurs font des stats. Et lui, je pense que si on devait choisir un moteur, peut-être que ça serait lui. Alors, même si je le trouve un peu en deçà et peut-être un peu trop discret parfois, parce qu'en fait, un Martin Odegaard, on devrait le voir plus souvent. Mais faut aussi penser qu'on a Xhaka qui est un peu son pendant, malgré tout, sur le côté gauche. Donc l'espace qu'il a aussi est peut-être un peu plus réduit. On a un Gabriel Jesus qui est un joueur créatif qui joue partout, qui prend la balle partout, qui prend aussi peut-être cet aspect-là. Et en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'Odegaard, à travers ces joueurs-là, il a su s'adapter à travers les positionnements différents de Chaka, Gabriel Jesus. Il a su s'adapter par rapport à son dernière, où peut-être qu'il avait peut-être plus de liberté, en tout cas plus, on se reposait peut-être plus sur lui. Et là, il s'est dit, OK, il y a un collectif qui se construit. Moi, il faut que j'en sois une pièce importante, mais peut-être différemment de l'année dernière. Peut-être que je vais peut-être moins sur la passe décisive, mais s'il faut que je sois sur la finition, je suis sur la finition. S'il faut que je sois sur la quatrième passe avant le but, je serai à ce moment-là. En fait, il a continué à faire du haut de garde, mais en s'adaptant à ce que l'équipe avait besoin. Et ça, c'est hyper fort de sa part, et ça montre à quel point c'est un joueur intelligent. Ouais, il est souvent au bon endroit au bon moment en fait. C'est Alors ça. après, la finition, elle est ce qu'elle est, ou la dernière passe, elle est ce qu'elle est, mais il est souvent vraiment là au bon moment, au bon endroit. Euh, je vois Corentin qui nous dit, alors pour le fait, Joss qui nous dit un Ozil qui court. Alors je vais rectifier parce que Ozil courait beaucoup. Ozil était l'un des joueurs qui avait le plus grand nombre de kilomètres par match. Ça se voyait pas forcément, mais il avait c'était l'un des joueurs qui avait le plus grand nombre de kilomètres par match. Après, c'était plus dans l'intensité qu'en effet, là, on pouvait le critiquer. Odegaard a une bien meilleure intensité dans le pressing, notamment que Mesut Özil. Corentin qui nous dit également quand on regarde ses stats avancées comme les passes pour progresser, les passes en avant, on va dire, notamment dans la moitié de terrain adverse, c'est de loin l'un des meilleurs joueurs, numéro 10 de Première Ligue. C'est vrai que ça, c'est des stats qui comptent beaucoup et qui sont beaucoup plus pertinentes, enfin en tout cas complémentaires dans la pertinence de stats comme les buts et les passes décisives. Grady, c'est aussi ses buts d'Odegaard, on va dire, il en est déjà à 6 buts, c'est le meilleur buteur du club, et on est en train de critiquer ses statistiques, enfin, critiquer, tout est relatif, mais on est en train de parler de ses statistiques. Il y a aussi le fait que, je voyais, Corentin, qu'on a fait un tweet sur notre Twitter aujourd'hui, c'était le nombre de buts de nos milieux de terrain sur les dernières saisons, et c'est vrai que cette année, on a 12 buts des milieux de terrain en 14 matchs. Il y a aussi ce côté-là, Odegaard, il apporte aussi cette pluralité et cette complémentarité en fait dans tout l'effectif. C'est un peu il permet de huiler, on va dire, le milieu de terrain, c'est ça? C'est clairement ça. Je pense qu'il prend son rôle de capitaine à cœur. Euh, je pense que c'est une charge d'être capitaine d'Arsenal en plus. Et là, cette année, il a l'occasion d'être le capitaine d'Arsenal à soulever la première ligue depuis des années.
où je pense qu'il a envie de mettre son nom au panthéon d'Arsenal. Et je pense les actions, comme on l'a dit, ça hargne sur les duels, le fait de vouloir toujours penser au collectif. Je pense qu'il a, même si on aime bien dire ouais, on ne pense pas au titre, on n'est pas là. Je pense qu'intérieurement, lui, il a envie d'amener le Arsenal le plus haut possible. Donc, ça passe par des petites choses. Il est motivé par les objectifs qu'il a lui-même personnellement. Et on le voit sur le terrain. Certes, sur les stats, ça parle pas, mais comme on l'a dit, dans les passes avancées, euh, dans le fait, ouais, en défense aussi, il revient beaucoup derrière. Et du coup, quand on a un contre-attaque, eh ben, on le voit pas beaucoup, on voit Chaka, qui d'ailleurs cette année joue ce rôle à merveille. Et ces petits trucs-là qui. Moi, je suis un coéquipier de garde, je vois mon capitaine faire ça. Ça me donne envie de me pousser à bout pour l'équipe et pour lui. Ouais, C'est vrai que c'est un joueur offensif. il Un donne joueur offensif l'exemple. qui monte. C'est, ça me donne encore plus. Et je pense que Arteta, je pense, arrive à le motiver de plus en plus. Pour les buts, moi, je pense que Arteta va sûrement lui faire une petite pique en mode si tu peux mettre 10 buts, mets tes 10 buts. Et là, on le verra frapper beaucoup plus souvent au cage. Après, hop, si il doit marquer, pas commencer à penser à ses 10 buts, l'objectif, et qui gagne des actions. Mais ouais, je pense qu'il a un objectif en tête et ça passe par les actions qu'on voit sur les matchs. Ouais. Araf pour compléter un peu ton propos, Araf qui nous dit sur le chat, on aura plusieurs joueurs à plus de 10 buts et 5-10 passes décisives. C'est vrai qu'on a déjà, j'ai pas les stats exactes en tête, mais on a déjà Martinelli qui est à plusieurs buts, plusieurs passes décisives, Martin Odegaard, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, qui d'autre, Chaka aussi, Partey. Enfin voilà, Même la défense. Hein. même Saliba et Gabriel, oui, c'est vrai que Gabriel a un but, oui, bah oui, contre Chelsea, et Saliba a déjà 2 buts et une passe Ouais. décisive. Il a 2 buts, Gabriel. Ouais, 2 buts. Ouais, Il a je viens 2 de buts, voir là, 2 Gabriel, buts. déjà? Ouais, 2 buts. Bah, j'en ai Ouais, oublié le un. match Ah où oui. il met un but contre son camp et il marque derrière, il donne la Ah oui. victoire. Oui, bien vu, merci. Ouais, tu vois, Ouais. j'avais déjà oublié ce premier but. Donc il a 2 buts, Saliba il a 2 buts également. On a Zinchenko qui est à l'origine, en tout cas sur l'action du deuxième but face à Wolverhampton. Enfin, c'est vrai que bah, on l'a dit, hein, c'est une œuvre collective. Et c'est pas pour rien qu'on parle du collectif plutôt que d'individualité, même si toutes les individualités sont extrêmement fortes cette saison. Sinon, on ferait pas le début de saison qu'on fait. Ce début de saison historique pour justement, on parlait des attaquants, on va parler justement après Martin Odegaard, un peu de Gabriel Jesus. Euh, il y a le débat ces derniers jours, dernières semaines, un peu sur sa finition. Il en est à 10, 11 matchs, toutes compétitions confondues, sans marquer. 5 ou 6 en première ligue, ça dépend comment on compte. Euh, Finalement, j'ai envie de vous dire, Ulysse, est-ce que c'est grave? Finalement, est-ce que c'est grave que Gabriel Jesus ne marque pas? Non, non. En fait, ça serait grave si on était dans le Arsenal d'Aubameyang, là où on avait besoin d'absolument de lui pour marquer, pour gagner, en fait. Sauf que les critiques, elles viennent de son inefficacité. Mais je pense qu'elles prennent pas le contexte comme on l'a dit, Arsenal est une équipe de collectif et donc qui ne vit pas par des individualités, mais qui vit par tout un collectif qui fait des stats. Hein. Chacun fait ses stats et en fait, on se rend compte que c'est même plutôt bien réparti. Et donc, il y a ça. Et puis, d'un autre côté, je pense qu'aussi, les gens comprennent pas forcément le style et ce que représente Gabriel Jesus. C'est-à-dire que on le voit en numéro 9, donc la seule ligne de stats et la seule chose qu'on regarde, ce sont ses buts, qui est justifié, hein, c'est aussi son rôle. Mais en fait, quand on regarde sur le terrain, il fait tellement d'autres choses, que ça soit sur le... Ouais. Non, non, vas-y, excuse-moi. Que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors du terrain. Il est à l'origine du premier but de Martin Odegaard, mais c'est pas dans les stats, mais c'est quand même lui qui casse toute la ligne et qui fait la différence. Et ça, ça peut compter comme un but, hein, si vraiment on veut étendre le trait. Donc, et puis même sur le terrain, on voit la mentalité qu'il apporte. Il est vocal, c'est un leader dans le groupe. Ça se sait qu'il a pris sous son aile plusieurs joueurs. Donc en fait, oui, si on perdait, oui, si ça se jouait à des détails sur ça, on pourrait lui en vouloir. Mais en fait, déjà, il fait tellement d'autres choses. Et en plus, on gagne.
La différence, on avait un peu ce débat-là aussi avec Lacazette l'année dernière, qui était un joueur. Bon, c'est pas le même calibre, hein, je vais pas dire ça, mais c'est pour dire que dans le jeu, il apportait aussi, mais il était inefficace. Donc là, c'est inefficace à un autre point aussi. On peut parler d'inefficacité pour Gabriel Jesus, mais il est quand même à 5 buts, donc c'est pas rien. Mais il apporte tellement d'autres choses que on peut pas lui en vouloir. Même si c'est un attaquant, et je pense que pour sa confiance et pour le reste, il faut qu'il marque. Et je suis sûr que ça va venir. Il y a des périodes comme tout le monde, et je suis sûr que ça va venir. Ouais, puis on n'a pas l'impression qu'il doute, vu le nombre de fois qu'il tente par match, ça lui traverse pas l'esprit Ouais. qu'il va revenir, il va retrouver le chemin défilé. Et pour illustrer ce que tu disais, il y a cette ouverture du score face à Wolverhampton en fait. Il se décale sur le côté gauche après un magnifique run de Martinelli. Il prend la place de Martinelli sur le côté gauche. Il rentre intérieur, il trouve une magnifique passe dans l'intervalle pour Fabio Vieira. Fabio Vieira qui trouve Odegaard dans la surface. Et le premier but, il vient de là. Gabriel Jesus, certes, il n'est pas à la finition. Mais sans lui, il n'y a pas de but en fait. Il n'y a pas d'ouverture du score. Et le match est peut-être pas le même au final. Donc ça illustre bien ce qu'on était en train de dire sur lui. Et on espère d'ailleurs à la Coupe du Monde qu'il va retrouver le chemin défilé et que le Brésil, pas trop loin si on veut que la France aille loin, mais on va espérer que le Brésil fasse une très très belle compétition pour qu'il revienne avec le plein de confiance. Bon, peut-être un peu fatigué, mais au moins qu'il ait le plein de confiance. Et on l'espère qu'il soit titulaire à la place notamment de Richarlison, parce que c'est Richarlison, et puis vu le niveau du début de saison, je pense que Gabriel Jesus mériterait largement d'être titulaire à la pointe de l'attaque. Mais bon, on n'est pas sélectionneur du Brésil et on n'est pas dans les petits plans de la sélection. Grady, sur Gabriel Jesus, quel est un peu ton avis là-dessus c'est gênant au final malgré tout ce qu'on vient de dire, hein, c'est gênant au final quand même qu'un numéro 9 ne marque pas autant de buts que... par exemple, tu vois, en face, on a Manchester City et Erling Haaland, où là, Erling Haaland, il ne fait que marquer. C'est un autre style. Est-ce que c'est gênant ou ça s'implante tellement bien dans le collectif d'Arsenal que ça suffit en fait pour faire le bonheur de tout le monde? C'est pas gênant. Même si c'est vrai qu'on est dans une ère où dans les stats, on pense qu'à ça. C'est vrai que pour l'attaquant, c'est important qu'il ait un certain de but. Jesus, on l'a aussi recruté pour ce qu'il peut pour ce qu'il apporte dans le jeu. C'est un Lacazette plus, on va pas se mentir. Je pense ouais, que, encore une fois, Edu savait qu'en le recrutant, si jamais il avait une phase Jesus, c'était pas si grave que ça. Par exemple, à Manchester City, et tous ce genre de période ou de disette, il l'avait déjà. Et pourtant, Guardiola le titularisait. Et Jesus était bon dans le jeu, il faisait des passes D. Même s'il n'est pas marqué pendant 5 matchs, il a l'occasion, il peut marquer, il fait la passe, il donne le geste qui peut du coup conduire à un but. Donc je pense que c'est un joueur qui est très fort mentalement. Ça, c'est important. Il est très fort mentalement. Et j'ai pas de doute sur lui. C'est pas gênant. C'est plus un problème de luxe pour nous parce que on est très fort. On marque beaucoup de buts. Si je dis pas de bêtises, on est la deuxième attaque du championnat avec 33 buts. Notre 9, il a qu'à 5 buts. C'est un problème de luxe. Parce que donc, j'imagine même pas si Jesus était un rouleau compresseur. On serait incroyable. Donc, moi, je j'ai pas de doute sur ça. Il va marquer ses buts. Mais comme l'a dit Ulysse, faut pas oublier ce qu'il fait dans le jeu. Il est tellement important que c'est ça cache un peu tout ce qui est stats. Mais non, c'est un joueur qui est très fort mentalement. Et pour l'instant, comment dire? Ça, ça grise un peu. Ça n'a pas d'impact. Ouais, ça a un peu d'impact, mais il va marquer ses buts. Il va marquer son but contre City, j'espère, en 2023, qui nous permettra d'avoir 8 points d'avance, on sera tous contents. C'est On clair. aura Clairement. cette victoire. Et ouais, comme tu Donc, disais, voilà. on est donc la deuxième meilleure attaque de Première Ligue. Manchester City est premier avec 40 buts, nous on a 33. Tottenham est la troisième meilleure attaque. On se demande comment, mais Tottenham est troisième meilleure attaque de Première Ligue. Et Newcastle, quatrième meilleure attaque de Première Ligue. Donc voilà, on est deuxième meilleure attaque et meilleure défense ex aequo avec Newcastle.
enchaînons, on a fait un peu le tour, mais enchaînons avec Fabio Vieira. Je voulais faire finir cette émission, enfin en tout cas finir cette émission, en parler dans cette émission parce que Fabio Vieira a eu un peu plus de temps de jeu que d'habitude en Première Ligue. Il a remplacé Granit Xhaka qui semblait au bout de sa vie et qui semblait sûrement très malade. Un peu d'autres joueurs de l'effectif étaient malades apparemment selon Arteta. Mais Fabio Vieira donc a eu un peu plus de temps de jeu. Il est rentré à la 14e minute, en tout cas au quart d'heure de jeu, il est ressorti à la 90e minute. Fabio Vieira, je le disais en intro de cette émission, a eu des semaines un peu plus compliquées les derniers matchs. On le sentait pas dedans. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'avais. Je le sentais pas forcément dedans. Il était pas dans le tempo. Il était un peu lent parfois sur ses prises de décision, un peu moins précis techniquement. Il l'a été aussi contre Wolverhampton, mais il a cette passe décisive qui est, on l'a senti, ça l'a libéré. Martinelli est tout de suite venu vers lui. Tous les joueurs ensuite sont venus le féliciter. On sent que c'était important qu'il soit décisif. Comment est-ce que vous voyez un peu le début de saison de Fabio Vieira? Je vais commencer par toi Ulysse. Ou vas-y, Grady. Pour une fois, j'ai commencé par toi, Grady. Comment est-ce que tu vois ce début de saison de Fabio Vieira? J'ai titré que c'était un diamant à polir parce qu'on sent vraiment cette patte gauche et ce potentiel, mais on sent qu'il est encore dans son temps d'adaptation à la Première Ligue et que c'est un peu compliqué pour lui quand même de savoir où se placer dans cette équipe. Je l'avais déjà dit dans la dernière émission où j'avais participé, parce que c'était encore Fabio Vieira le sujet, et c'est clairement un début de saison timide. Bon, après, pour sa défense, il est arrivé blessé en préparation, mais moi, personnellement, j'ai pas placé de grand espoir quand il a signé. C'est vraiment si il flop, je serais pas étonné, mais vraiment, je m'attendais pas à ce qu'il soit grandiose. Et s'il réussit, bah, tant mieux, il me donne tort et c'est parfait pour Arsenal. Mais vu comment tous les spécialistes du football portugais l'annoncent comme un grand crack, je voyais notamment pour la liste là, des 26 pour le Qatar, il y en a qui espéraient qu'il soit là, même s'il n'a pas beaucoup joué avec Arsenal. Donc ça veut dire que ouais, on a clairement un diamant à polir. Euh, je pense que c'est que il faut lui laisser du temps. Là, il arrive dans une équipe qui roule. Donc c'est dur pour Arteta de pouvoir le mettre dans certains matchs. Donc là, il se contente des petites bribes en Europa League et, bah, ou soit des blessures, par exemple, enfin, blessures, des formes d'autres personnes. Je pense qu'il faut le laisser le temps. J'espère qu'il atteindra le potentiel que Edu et que Arteta voient en lui. Parce que pour l'instant, comme je le dis, moi, je vois pas. C'est une nature, j'ai pas trop compris pourquoi. Je sais que c'est un crack, mais personnellement, je n'arrive pas à voir encore un peu, mais ouais, faut lui laisser le temps. Et à voir après. Ulysse, ton avis un peu sur Fabio Vieira, on sent, je le disais, on le sent un peu perdu ces derniers matchs, on sent qu'il avait peut-être un peu plus de mal, pas de préparation, il n'a pas eu de préparation physique parce qu'il était blessé. Euh, on sent ce facteur clutch un peu comme Odegaard, parce que malgré le peu de matchs et le peu de minutes qu'il ait fait, il a déjà plusieurs buts et quelques passes décisives. Donc c'est pareil, on sent un peu ce facteur clutch chez lui. Qu'est-ce que tu penses de son début de saison et de son potentiel, on va dire? Je vais peut-être aller à contresens, mais je pense, moi, je suis plutôt satisfait. Euh, alors oui, il a pas révolutionné le club, en plus, il a pas beaucoup joué, donc c'est un peu difficile de dire ça. Mais en fait, quand on prend tout le contexte par rapport à sa préparation qui a été coupée, sa blessure, il arrive quand même dans un nouveau pays. Enfin, il était au Portugal, donc c'était un pays qu'il connaissait, il n'y avait pas de souci. Là, il arrive en Angleterre, donc une nouvelle langue, un nouveau championnat, et ça à ne surtout pas sous-estimer. On l'a vu avec d'autres joueurs qui coûtaient 80 millions d'euros, que ça a été assez difficile de s'adapter. Et puis il arrive dans un nouveau groupe, même si j'ai l'impression que les joueurs font en sorte qu'il s'intègre bien, il a l'air d'être plutôt heureux, c'est pas évident. Et puis surtout, il n'arrive pas comme le Messi dans le club. Il arrive, il doit tout faire en fait, il doit gagner sa place. Et surtout que devant lui,
il a notamment Martin Odegaard. Là, il a remplacé Xhaka qui fait un super début de saison. Enfin, il a que des bons joueurs autour de lui. Et en plus, il tombe l'année. Donc, on est tous contents, mais pour lui, je pense qu'il doit être content aussi. Mais il tombe l'année là où on est bon en fait. Et là où il n'y a pas vraiment de changement, enfin, l'équipe a un certain équilibre, même si on a besoin d'une profondeur de banc parce que les matchs se sont enchaînés. Enfin, il arrive pas dans un contexte là où on lui donne vraiment sa place et on lui donne une chance, même s'il a eu des minutes, on lui donne pas non plus sa chance sur 15 matchs de championnat d'affilée, là où on dit bon, bah, il s'installe. Là, non, c'est qu'il doit rentrer, il doit être bon, ou alors il doit faire des matchs d'Europa League, qui est dans un contexte aussi différent. Donc le contexte n'est pas facile. Personnellement, ça n'a pas été facile au début avec la blessure. Donc je pense que tout ça, l'un dans l'autre, fait que il s'en sort pas trop mal et il a évité pas mal les gouttes parce que il a pas eu que de la chance dans le contexte. Et puis après, oui, bah, dans le jeu, il a plus de balles et ça se voit, il est un peu perdu sur le terrain. Mais je pense que la première ligue, c'est pas un championnat évident et il y en a qui s'y habituent très rapidement, d'autres qui galèrent pendant assez longtemps. Et malheureusement, il n'y a qu'en engrangeant des minutes qu'il arrivera à aller mieux à ce niveau-là. Et j'espère il arrivera à avoir des minutes pour lui. Mais voilà, la seule crainte pour moi, c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter à la première ligue parce que le talent, on sait qu'il l'a. Quand il est parti de Porto, tous les supporters de Porto commençaient à pleurer en nous disant que c'était un crack et que on avait beaucoup de chance. Et donc, je pense que le talent, il l'a. Est-ce qu'il s'adaptera à la première ligue? C'est ça vraiment pour moi la question centrale pour lui. Et on espère peut-être pour sa deuxième partie de saison qu'il fasse une préparation, qu'il ait des conseils tactiques, des conseils personnalisés. Enfin voilà, pendant cette Coupe du Monde, qu'il puisse être avec Arteta et son staff pour bosser physiquement, mentalement, tactiquement, pendant que les autres sont à la Coupe du Monde et on espère le retrouver, on va dire, en forme et un peu requinqué par cette trêve, cette coupure de la Coupe du Monde. Justement, pour ce qui est puisqu'on parle de la trêve de la Coupe du Monde, parlons des joueurs qui vont, c'est notre dernier sujet de la soirée, parlons des joueurs qui vont qui vont partir au Qatar pour disputer cette Coupe du Monde qui commence le 20 novembre et qui se termine le 18, ou l'inverse, le 18 novembre et le 20 décembre. Je sais jamais, je me perds toujours dans les dates. Mais voilà, il y a Bon, ce dimanche là, c'est dimanche-là, donc c'est le 20, je crois. si je dis pas de Ouais, bêtises, c'est le carrément. 20. Je crois que c'est le 20, ouais. On va regarder le calendrier. Il me semble que c'est le 20, c'est du 20 au 18, du 20 novembre au 18 décembre. Donc cette Coupe du Monde, et on a donc forcément plusieurs... forcément non, mais on a en tout cas, vu notre début de saison, c'était évident, et puis dans tous les cas, ils sont assez souvent titulaires, ou en tout cas dans leurs équipes nationales. On a donc 10 joueurs d'Arsenal qui sont partis, enfin qui vont partir et qui sont sélectionnés par leurs équipes nationales pour cette Coupe du Monde. Normalement, il y a tout le monde. Je ne vois pas qui j'aurais pu oublier sur ce visuel qui n'a pas été fait par nous, mais que j'ai trouvé qu'on a publié sur Twitter aujourd'hui. On a donc Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus pour le Brésil. Gabriel Magalhaes, notre défenseur, n'a pas été sélectionné en défense centrale, même si nous, en tant que supporters, on pense qu'il méritait. Tomiyasu part avec le Japon. Il va disputer donc cette Coupe du Monde avec le Japon. On espère qu'il n'aura pas de pépins physiques qui l'ont un peu handicapé ce début de saison. William Saliba avec l'équipe de France. Là aussi, on espère un gros tournoi de la part de Saliba. Il a un potentiel pour être titulaire, que Didier Deschamps le titularise. On verra bien ce qu'il en sera, mais en tout cas, vu son début de saison, ce serait mérité qu'il débute. Ça dépendra surtout, je pense, du niveau de physique de Raphaël Varane. Granit Xhaka pour la Suisse, toujours présent, capitaine. On a eu peur ce week-end parce qu'on l'a vu à terre très très vite dans le match. On pensait qu'il était grave blessure au genou. Puis finalement, c'était plus gastrique, en tout cas des problèmes au niveau enfin, voilà, des problèmes mineurs, on va dire, au niveau plutôt gastrique. Donc bon, on espère qu'il fera la Coupe du Monde et on espère qu'il fera
une grosse compétition, un peu comme il avait fait à l'Euro, malheureusement pour nous, mais il avait fait de très très bons matchs à l'Euro. Il est toujours très bon avec la Suisse, donc on verra pour Granit Xhaka. Thomas Partey avec le Ghana, là aussi on verra la Coupe du Monde qu'il fera, mais en tout cas il fait lui aussi un gros début de saison. Matt Turner avec les États-Unis. Et puis nos 3 Anglais, Bukayo Saka, Ben White et Aaron Ramsdale. Ben White, on est très très content pour lui. C'était pas dit qu'il soit sélectionné, il l'est. Pardon, et ça fait extrêmement plaisir. Et puis on n'a pas parlé d'Aaron Ramsdale dans l'émission, mais Aaron Ramsdale, c'est pareil, lui aussi il fait ses stats puisqu'il est à 7 clean sheets et c'est le gardien qui a le plus de clean sheets en première ligue cette saison. Voilà un peu pour les joueurs qui sont donc à la Coupe du Monde. Je voulais vous poser quelques rapides questions, les gars, sur un peu, pas forcément des petits pronos, mais voilà, qu'est-ce que vous attendez un peu de cette Coupe du Monde pour nos joueurs? Je vais commencer par toi, Grady. Voilà, rapidement, qu'est-ce que tu attends un peu de cette Coupe du Monde pour nos joueurs? Qui tu vois aller loin dans la compétition? Bah déjà, le Brésil, de Jesus et de Martinelli, ils ont une armada incroyable. Je les mets en favori avec la France. France et Brésil, France. Brésil, France, pour moi, c'est des favoris. Le Dites-nous, Brésil, ça donne. avant que tu finisses, dites-nous dans le chat, pendant que Grady fait son intervention, dites-nous dans le chat ce qui vous voyez, parce que vous attendez un peu de la Coupe du Monde et puis qui vous voyez un peu faire un assez beau parcours pendant cette Coupe du Monde. Vas-y, excuse-moi, Grady. Donc, ouais, les favoris. Je vois bien les États-Unis de Matt Turner être une équipe faite de trouble, ouais. Ils ont un beau projet depuis des années et je pense que cette année, ils vont. Pour ceux qui sont pas habitués des joueurs américains et du championnat et des joueurs, ils vont me surprendre. Donc, ça va être cool à regarder. Après, pour le Japon de Tomiyasu, on va pas aller bien loin. Même ils ont failli éliminer la Belgique lors du dernier mondial. Ça joue à Oui, rien. c'est vrai. Après, le but de Chadli à la 95e, je Ouais, crois. ouais, sur une contre-attaque, la dernière contre-attaque du match, ouais. Ouais, pour ça, je ne donne pas trop d'espoir. Et après, pour le reste, j'oublie personne. Si, si chacun partait. Le ouais, Ghana, le Ghana, je sais pas trop. Du coup, j'ai pas trop suivi l'évolution de l'équipe, donc je ne pourrais pas me prononcer. La Suisse, c'est nos bourreaux de l'Euro dernier, donc je pense que ça va se qualifier au prochain tour. Et après, je sais pas on verra ce que ça donne dans la phase de poule. Et l'Angleterre, c'est soit Southgate, il nous fait une Southgate, ou soit bah, ils nous surprennent et Ouais. ils vont en demi comme le dernier mondial. Ouais, l'Angleterre cette fois, par rapport à l'Euro, ils pourront pas jouer tous leurs matchs à Wembley, donc ça va être un peu plus compliqué pour eux. Mais en tout cas, ils ont une grosse équipe. Et puis tu parlais de Granit Xhaka et de la Suisse. Granit Xhaka, euh, la Suisse qui est dans le groupe du Brésil, donc nos Gunners vont se rencontrer. Gros match, le Brésil. Je crois que c'est quoi dites-moi le groupe. Il me semble que c'est Brésil, Suisse, Serbie et Cameroun. Je crois Que que c'est les poules de cette année, je ne connais aucune. Brésil, Suisse, Serbie, Cameroun. Ouais, c'est ça, je crois. Il me semble que c'est ça. Euh, bref, Ulysse, ton avis un peu sur nos Gunners à la Coupe du Monde et puis sur voilà qui tu vois, on va dire, faire une belle Coupe du Monde et aller assez loin dans nos joueurs en tout cas. Moi, je pense que Saka, il va nous faire une petite masterclass pendant la Coupe du Monde. Il a, il a beaucoup à prouver et beaucoup à montrer avec le penalty qu'il avait loupé à l'Euro, tout ce qui s'est passé derrière. Je sais on dirait, enfin, il le montre pas, mais je sais qu'il a une force mentale assez impressionnante. Et je suis sûr que dans cette équipe d'Angleterre-là, il peut pointer le bout de son nez et puis c'est assez marrant parce que on a beau être premier, il a beau faire des stats et je trouve qu'il est pas assez considéré dans le monde des médias et même
des supporters. Et je pense que c'est typiquement le genre de compétition qui peut lui permettre de se montrer et d'avoir une visibilité plus grande et d'exploser. Alors oui, ça dépendra de Southgate évidemment parce qu'on sait les défaillances qu'il peut avoir au niveau du coaching, mais, mais je pense vraiment que ça peut être vraiment l'événement qui peut faire encore plus décoller Bukayo Saka, notre pépite anglaise. Donc ça sera impressionnant, assez intéressant à voir. Et puis bah voir Gabriel Martinelli à la Coupe du Monde, même si je pense pas qu'il sera titulaire, mais le voir ne serait-ce que jouer et jouer quelques minutes, ça sera un bonheur parce que voilà, c'est un joueur qu'on aime beaucoup et qui peut ne serait-ce qu'en super sub rentrer et faire de belles choses. Donc je pense qu'avec le Brésil, ça peut être assez beau à voir. Et puis bah William Saliba, ça va être cool parce que là, enfin non, c'est pas cool, mais il y a Kipembe qui viendra pas à la Coupe du Monde finalement, donc il a clairement sa carte à jouer. Et on sait qu'en équipe de France, il n'a pas toujours prouvé, il n'a pas toujours été au niveau qu'il pouvait être en club. Et donc là, c'est le moment pour lui aussi d'exploser au grand jour. On aurait peut-être dû signer sa prolongation de contrat avant qu'il aille à la Coupe du Monde parce que après, on va avoir tous les grosses artilleries qui vont arriver. Mais non, je pense que clairement, il peut faire une grande Coupe du Monde et ça, à mon avis, ça sera important pour l'équipe de France qu'il fasse une grande Coupe du Monde parce qu'on a besoin d'un patron derrière. Et bah, Varane, il prend de l'âge et donc c'est un peu plus compliqué. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Et puis Varane, il sera peut-être un peu court physiquement En pour, plus. pour revenir, en tout cas peut-être pour le premier match. Après, on sait que c'est peu importe ce qu'on pense de lui à Manchester United, Varane, c'est quand même le taulier de l'équipe de France depuis de très très nombreuses années. Et puis il a toujours été très fort en équipe de France, donc on verra. Mais je pense que Quoi, là, pour. Albin, c'est quoi les petits joueurs que tu vas regarder les équipes? Euh, J'adore l'Angleterre, mais pour le championnat, pas pour l'équipe. J'ai pas du tout envie de les voir performer parce que ils en font trop à chaque fois, un peu comme à l'Euro, c'est insupportable. Après, forcément, hein, s'ils font une belle compétition et que grâce notamment à nos joueurs, on va forcément être content, mais l'Angleterre, c'est pas possible. C'est un pays au niveau des équipes nationales qui est insupportable. Le championnat est génial, hein, mais voilà. Après, forcément, hein, Saliba. Forcément, Saliba, parce que on a envie de le voir porter cette équipe de France, on a envie de le voir jouer en équipe de France sur les 15 prochaines années. Donc on a envie qu'il pose un peu la relève de Raphaël Varane dès cette année. Et puis bah, je dirais le dernier, je dirais quand même Martinelli, parce que Martinelli, comme tu disais, hein, c'est... Enfin, je sais pas, on a été le chercher en D4 brésilienne, maintenant il est exceptionnel. Il a dit son père, enfin, vous voyez, c'est son père qui lui avait dit en 2022, il y a une Coupe du Monde, tu y seras, il y est, enfin, l'histoire est magnifique. C'est Il est très très fort, il mérite de jouer aux quelques minutes. Il y a de la concurrence au Brésil, mais il mérite. Et puis s'il marque un but, bon, alors là, on sera tous très heureux pour lui et ça nous ferait extrêmement plaisir de le voir. Moi, ça me ferait extrêmement plaisir de le voir marquer. Je pense que ce sera très émouvant pour lui déjà de jouer et de marquer en Coupe du Monde. On arrive donc voilà à la fin de cette émission. On a été très complet. Sachez que les prochaines émissions, j'en parlais au tout début de celle-ci, mais sachez que les prochaines émissions seront des émissions un peu spéciales. On vous a prévu un petit programme différent de ce qu'on peut faire d'habitude, puisqu'il n'y aura pas il y aura pas de match, donc pas de débrief. On vous fera un suivi, bien évidemment, des joueurs à la Coupe du Monde, ça, il n'y a pas de problème. Mais on fera des choses un peu différentes, donc on vous mettra le programme sur nos réseaux sociaux. On en réfléchit, on en discute encore un petit peu en interne et on vous postera le programme rapidement. Mais en tout cas, les émissions continuent pendant la Coupe du Monde. C'est pas parce qu'Arsenal ne joue pas, en tout cas l'équipe première, l'équipe masculine ne joue pas, que le club s'arrête et que Arsenal French Monday ne continue pas. On va continuer, on va faire des concepts un peu différents, des choses un peu différentes de d'habitude. Mais en tout cas, voilà, restez connectés. On vous mettra le programme assez rapidement pour que vous puissiez
participer et venir comme vous le faites tous les lundis. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis, pour ceux qui seront en replay, nous écouter et nous regarder en replay le lendemain. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Ulysse, merci beaucoup Grady d'avoir été là ce soir. Merci à toi. Nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Pas de match, mais une Coupe du Monde qui commence. Allez, salut tout le monde.